L'attaque terroriste dans le musée du Bardo a été la principale cible, est un coup dur pour la Tunisie. Considéré comme l'endroit le plus visité de la capitale Tunis, le musée du Bardo accueille chaque année près d'1 million de touristes, alors que depuis la révolution de 2011, le tourisme tunisien restait en berne. Ce nouvel attentat vient donner le coup fatal à ce secteur qui constitue, le poumon économique du pays. L'année dernière, ce domaine avait rapporté environ 375 millions d'euros, soit plus de 2000 milliards de francs CFA. Le tourisme représente 7% du PIB du pays et emploie plus de 400 000 personnes. En Guinée-Conakry, l'opposition s'est retirée du Parlement. L'opposition guinéenne avait déjà averti qu'elle n'accepterait pas le calendrier électoral annoncé le 10 mars par la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de file, Cellou Dalein Diallo, a annoncé que les partis de l'opposition allaient retirer leurs députés de l'hémicycle. Ils affirment également ne plus reconnaître la CENI et qu'ils vont occuper les mairies dirigées par les délégations spéciales nommées par le pouvoir. L'opposition souhaitait que les élections locales soient organisées avant les présidentielles et non après. Elle dispose de 49 députés sur 114 à l'Assemblée nationale. Les élections présidentielles sont prévues pour le 11 octobre 2015. Les communales se dérouleront fin mai 2016 d'après le calendrier électoral. Au cours d'un déjeuner de presse mardi à Dakar, le président Macky Sall s'est exprimé devant l'association de la presse étrangère au Sénégal à propos de la prochaine élection présidentielle. Macky Sall a annoncé qu'il soumettra à un référendum la question de la réduction du mandat du président de la République afin d'organiser la présidentielle en 2017 au lieu de 2019. Le chef de l'État sénégalais donnerait ainsi un contre-exemple à ses homologues africains qui souhaitent s'éterniser au pouvoir. En tout cas, je demanderai l'avis du Conseil constitutionnel et je soumettrai un référendum qui va procéder à une révision de la Constitution, d'abord sur le mandat et puis sur quelques autres aspects pour consolider notre démocratie. J'avais estimé que cela devrait pouvoir être fait en 2016, probablement au mois de mai 2016. Nous pourrons nous prononcer sur cette réduction du mandat et en ce moment, si c'est validé, c'est en février 2017 que se fera l'élection présidentielle au lieu de 2019. Le profil de démocrate entrevu dans cette sortie du numéro 1 de Dakar plaît à un grand nombre de Sénégalais et d'observateurs. Le Parti démocratique sénégalais, qui doit choisir son candidat à la présidentielle ce vendredi, a accusé il y a quelques mois le régime en place d'agir comme une dictature. En décembre dernier, les autorités sénégalaises avaient interdit un rassemblement d'opposants à Dakar. Les forces de l'ordre avaient arrêté des dizaines de manifestants, parmi lesquels des membres du PDS d'Abdoulaye Wade. Vu de l'extérieur pourtant, Macky Sall ressemble à un dirigeant moderne qui s'est départi de plusieurs méthodes totalitaires de nombreux présidents de l'histoire de l'Afrique. Ajouté aux nombreux investissements effectués par le Sénégal ces dernières années, son intention de réduire son mandat présidentiel le fera entrer un peu plus dans l'estime des dirigeants occidentaux. Une délégation de la médiation internationale s'est rendue à Kidal mardi dernier dans l'objectif de poursuivre les efforts en vue de la signature de l'accord de paix et la réconciliation du processus d'Alger. Force est de constater que malgré son déplacement, la délégation des médiateurs élargie n'a pas réussi à convaincre la coordination des mouvements de l'Azawad de paraffer le préaccord. Plus de 2 semaines après que le gouvernement l'a paraffé, la signature de la CMA se fait toujours attendre. En effet, les mouvements de l'Azawad ont souhaité de nouvelles négociations pour la prise en compte de leur amendement, mais le gouvernement est opposé à cette démarche. Pour sa part, la médiation a déclaré que certaines des observations formulées par la CMA pourraient être valablement prises en considération dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Pour l'instant, la médiation ne confirme ni n'écarte explicitement l'éventualité de nouvelles discussions. Face à ce que nombre d'observateurs qualifient d'impasse, les autorités de Bamako indiquent qu'il est important que toutes les parties fassent des compromis pour que la paix revienne au Mali. Elles rappellent d'une manière voilée l'existence de mesures disciplinaires pour remettre le processus sur des rails. Signalons que les mouvements de l'Azawad demandent un statut juridique et politique pour le nord du Mali, ce que ne prévoit pas le préaccord tel que paraphé par le gouvernement malien le 1er mars 2015.
Victoire de Netanyahou malgré les tensions internationales. En Israël, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou a pris le dessus sur les sondages qui annonçaient sa chute aux élections législatives. Contre toute attente, la formation de droite dont il est la figure emblématique, le Likoud, a déjà provisoirement obtenu 29 sièges au Parlement. En attendant le dépouillement des votes des soldats israéliens, Netanyahou peut déjà célébrer sa victoire. À l'international, l'Occident est prêt à mettre la pression sur le futur gouvernement pour qu'il respecte toutes les sensibilités. Le président israélien, lui, va entamer ses consultations dimanche avec les partis politiques avant donc de désigner le nom de celui qui sera chargé de former un gouvernement. La conférence sur le gaz et le pétrole se tient du 16 au 19 mars 2015 à Abuja au Nigeria. Elle regroupe l'ensemble des acteurs de la filière pétrole et gazière. Cette rencontre est le plus grand sommet d'Afrique de l'Ouest du secteur pétrolier et gazier. Un reportage. La Nigeria Oil and Gas Conference and Exhibition se tient du 16 au 19 mars 2015 à Abuja au Nigeria sous les auspices du ministère fédéral des ressources pétrolières et la Nigerian National Petroleum Corporation. Cette conférence est le premier événement de pétrole et de gaz de l'Afrique de l'Ouest. Elle est le lieu de rencontre établi pour l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière nigériane, les ministères, des organismes gouvernementaux, des grands producteurs internationaux et autochtones, ainsi que les fournisseurs de services. C'est le cas de Shell. Il est prévu que d'ici 2050, la demande d'énergie va augmenter parce que la population devrait croître de 100%. Shell est une société futuriste et c'est sa pensée innovante il y a quelques décennies sur la nécessité d'optimiser la consommation d'énergie qui est ce qui a donné naissance à la compétition énergétique de Shell. Cette année, la conférence réunit une élite de conférenciers locaux et internationaux distingués pour établir les meilleures pratiques et de discuter des solutions pratiques permettant au Nigeria de poursuivre son voyage vers la transformation et la croissance. Une éclipse solaire totale ou presque sera visible vendredi en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe. Il s'agit de la 9e éclipse totale du 21e siècle, mais le 11e passage de l'ombre de la Lune sur Terre. Une curiosité se produira lors de cette éclipse. La bande du passage de l'ombre de la Lune est presque centrée sur le pôle Nord. De plus, c'est le jour même de l'équinoxe du printemps qui se produira environ 12 heures après l'éclipse. La phase partielle sera visible dans toute l'Europe. En France, le soleil sera couvert partiellement à l'est de Marseille à 10 heures. Le jour de l'éclipse, on va voir tout doucement la Lune grignoter cette image du soleil. Donc on va voir tout d'un coup une sorte de petit disque qui va apparaître, qui va avancer, et qui sur Paris va laisser à peu près 20% de la surface du soleil. On parle d'éclipse lorsque le soleil est occulté par la lune, c'est l'éclipse solaire, ou lorsque la lune se trouve prise dans l'ombre projetée par la Terre, ou éclipse lunaire. Dans le cadre vendredi, il s'agit bien d'une éclipse solaire. La deuxième éclipse de l'année 2015 sera partielle et sera visible du sud de l'Afrique à l'Antarctique. Dans le détail, quelques 422,7 tonnes de tabac de contrebande ont notamment été interceptées l'an dernier, qui fut marqué par un changement de réglementation en septembre. Depuis cette date, les Français ne peuvent plus transporter que 4 cartouches de cigarettes depuis un pays frontalier sans avoir à se justifier contre 10 auparavant. Les douaniers ont aussi mis la main sur 8,8 millions d'articles contrefaits, dont 2,6 millions de médicaments, 2 fois plus qu'en 2013. En février, 2,4 millions de comprimés d'aspirine, remède contre les troubles de l'érection ou autres pilules avaient été repérées dans 2 conteneurs du Havre en provenance de Chine. Outre l'enjeu de santé publique, la contrefaçon menace les emplois des entreprises victimes de cette fraude, soulignent les douanes qui ont en outre saisi près de 200 tonnes de stupéfiants, dont 157,3 de cannabis. Concernant la lutte contre les trafics de stupéfiants, l'année 2014 marque un record historique des saisies de drogue. Elles ont augmenté de près de 40%.
les portant à environ 200 tonnes. Christian Herker, secrétaire d'État au budget, a salué ces résultats, fruits d'un investissement quotidien de 16 665 agents des douanes et de la rénovation de leur méthode de travail. Les douaniers ont aussi saisi 6,6 tonnes de cocaïne, 546 kg d'héroïne, 2 fois plus qu'en 2013, et 24,9 kg d'ecstasy contre 15 kg en 2013. Un an après avoir lancé les fouilles, les chercheurs qui avaient reçu la mission de retrouver les restes de Miguel de Cervantes semblent être arrivés à la fin de leur tâche. Les restes du père de Don Quichotte ont, selon toute vraisemblance, été retrouvés au cœur d'un vieux couvent du centre de Madrid. Après analyse de toute l'information historique, archéologique et anthropologique, il est possible de considérer que parmi les fragments de la réduction découvertes dans le sol de la crypte de l'actuelle église des Trinitaires, il y a certains qui appartiennent à Miguel de Cervantes. Cette découverte reste pour l'instant assujettie à de nombreuses hypothèses. En effet, aucun test scientifique permettant d'identifier formellement l'homme des lettres n'a été pratiqué, l'état des ossements rendant ce genre d'opération impossible, même si tous les éléments historiques, culturels et archéologiques permettent de croire que les chercheurs ne se sont pas trompés. Nous ne pouvons pas réaliser une vérification scientifique expérimentée en termes de certitude absolue, comme ça peut être le cas par le biais d'un outil comme l'ADN, qui a l'avantage d'être expérimenté mathématiquement. C'est quelque chose que nous n'avons pas pu résoudre. Nous sommes prudents et en même temps nous sommes pleins d'espoir. Tous les membres de l'équipe sont convaincus que nous avons parmi ces fragments quelque chose de Cervantes. Néanmoins, je ne peux pas l'affirmer avec certitude absolue. Miguel de Cervantes était né dans une ville voisine de Madrid en 1547. Il s'est éteint dans la capitale en 1616. Il vécut ces dernières années au contact des religieux et religieuses de la famille franciscaine, ce qui expliquerait donc la présence de ces ossements au sein de ce couvent habité depuis près d'un millénaire par les franciscaines. Les perspectives pour la ville sud-africaine de Durban d'accueillir les premiers Jeux du Commonwealth en terre africaine se sont accrues après que l'autre ville candidate, Edmonton au Canada, ait retiré sa candidature pour les Jeux de 2022. L'Afrique du Sud espère devenir le premier pays africain à accueillir cette compétition après la Coupe du Monde de 2010. Les deux villes étaient les seules à avoir respecté les délais de dépôt de candidature, ce qui signifie que le retrait d'Edmonton laisse Durban comme la seule ville en lice. Malgré ce retrait, les analystes estiment que Durban doit encore effectuer toutes les procédures nécessaires, y compris le dépôt des candidatures le 2 mars à Londres et le respect des conditions d'accueil des Jeux. Le Nigérien Abou Goumel, membre du Comité international olympique, a décrit le retrait d'Edmonton de pas important parce que Durban est maintenant sa propre concurrente dans le processus de candidature. Le Nigeria avait raté sa candidature aux Jeux du Commonwealth de 2014, remporté finalement par Glasgow en Écosse.